Donc, bienvenue dans cette nouvelle interview pour le podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, je suis ravie d'être reçue par Rosen de Rose Communication. Bonjour Rosen. Bonjour Anne-Gaëlle. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, je dois dire un petit peu stressée. Oh. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de prendre les micros pourtant, puisque je suis animatrice du podcast de la BHZ League pour le BHZ Coworking à Lannion. Donc, j'ai l'habitude de poser les questions. Et là, aujourd'hui, c'est à moi d'y répondre. Donc, un petit peu stressée, mais je suis ravie de ton invitation. Et je sais qu'on va passer un super moment. Ouais, donc, merci. C'est vrai que ça peut être impressionnant de changer les rôles. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, justement, ce cas-là, dans les épisodes anniversaires, les 3 précédents, justement. Et changer les rôles, c'est autre chose, de devoir répondre aux questions plutôt que de les poser. Mais ça va l'être. Top. Donc, merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très contente parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise pas mal, surtout avec l'actualité des derniers mois, j'allais dire dernières semaines, mais même derniers mois, en fait, qui sont les réseaux sociaux. C'est ta spécialité. Donc, toi, tu es formatrice aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et tu interviens à la fois à l'IUT de Lannion, auprès des professionnels via des organismes de formation, mais aussi auprès des entreprises directement. Exactement, et des indépendants, c'est ça. Depuis 2 ans déjà, j'ai créé Rose Communication en janvier 2023 et l'idée c'était d'accompagner les professionnels à maîtriser les réseaux sociaux, autant sur la partie technique que ensuite sur la partie stratégique. Ouais, super. Et donc, par rapport à, en tant que formatrice et guide de yoga, souvent, moi, j'ai des personnes qui viennent dans des accompagnements en one-to-one et qui, au bout d'un moment, il y a toujours cette question qui vient, qui me dit « J'aimerais bien passer moins de temps sur les réseaux sociaux » ou alors, vraiment, je ne sais pas comment mettre un pied dans les réseaux sociaux. J'ai un compte sur tel ou tel réseau, mais je ne sais pas comment l'activer. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose d'énorme à mettre en place, qu'il faut comprendre les algorithmes, c'est compliqué, etc. Comment faire? Et souvent, bon, j'ai développé ma méthode, mais je t'ai croisée justement au coworking de Lannion et j'ai trouvé ton approche hyper intéressante sur le podcast du coworking, mais aussi sur le compte Instagram que tu gères, mais ton compte Instagram aussi. Je me suis dit, mais pour en discuter, en fait, l'idéal, c'est d'avoir une experte dans les réseaux sociaux. Et donc, je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation. Ça va être chouette. J'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Je te remercie. Donc, est-ce que tu peux déjà, pour donner un contexte aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, nous expliquer un petit peu qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Rosen. Je suis quelqu'un dans la vie de très curieux. J'aime un petit peu comprendre tout, découvrir des pays, découvrir des personnes. Je vis en Bretagne, entre Lannion et Guingamp, dans un petit village, donc fraîchement installé depuis la rentrée, depuis septembre. Et tu nous accueilles dans ta maison. Oui. Merci beaucoup. Comment tu en es arrivée à former des personnes sur ce sujet-là? Exactement, parce que je suis passionnée de mode, certes, mais du digital aussi, et puis des réseaux sociaux, des connexions que ça permet. Donc, à la base, Anne-Gaëlle, je voulais être journaliste. Ah. Ouais, je voulais être journaliste, donc ça jusqu'à mes 18-20 ans. Donc après mon lycée, je me suis dit que la meilleure façon d'être journaliste, c'était d'aller en licence information communication. Donc je suis allée à l'université à Rennes 2. Un cursus que, selon moi, on devrait tous et toutes passer par ce cursus, juste pour l'ouverture d'esprit que ça amène, la psychologie. L'ouverture, la qualité aussi des intervenants vraiment en communication digitale, en communication des entreprises. Enfin voilà, on balaye un petit peu tout ça. Bien que ce soit hyper théorique, mais voilà, j'avais au moins toutes les bases sur la communication en général, comment on communique quand on travaille pour une institution, pour une entreprise, etc. Une sensibilisation aussi aux données en tant que nous particuliers, et un nouveau regard aussi quand on est en entreprise. Enfin, hyper complet. Super. Et puis finalement, à l'issue de cette licence, je me suis dit que le métier était assez précaire. Je me voyais pas être pigiste. D'accord. Donc, je me suis dit que j'aimais particulièrement quand même l'information, la communication toujours, et le digital, les réseaux sociaux. Je voulais, entre ma licence et mon master, partir à l'étranger.
D'accord. pour maîtriser l'anglais. Donc, je me suis dit, allez, je vais partir une année. Je vais quand même garder la tête dans les cahiers pendant cette année-là. Donc, j'étais au pair, ça veut dire que je m'occupais de 2 enfants. Et je te disais que je gardais un œil dans les cahiers puisqu'en fait, j'ai suivi une formation de conseillère en images. Là-bas. Là-bas. Ouais, Donc, d'accord. en français, D'accord. avec un organisme en visio, si tu veux, Ok. en distanciel. Donc, j'avais des devoirs à rendre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier de conseillère en images était génial puisqu'en fait, il venait renforcer mes compétences en communication. Super. La colorimétrie, tu t'en sers effectivement vis-à-vis des carnations de peau, quoi porter, etc. Mais en entreprise aussi pour les logos, les identités visuelles. Donc, j'ai fait le lien après, parce que je sais que tout a du sens dans la vie, mais on se dit, tiens, pourquoi j'ai fait ça? Ah bah tiens, voilà, on met un petit peu on remet les choses dans l'ordre. Donc, j'ai suivi cette formation et je me suis dit, est-ce que je me lancerais pas à mon compte en tant que conseillère en images? Et à la fois, je me suis dit que je me voyais pas tout de suite rentrer dans la vie active, je voulais avoir un master. D'accord. Donc, je suis rentrée en France et j'ai fait 3 ans à Digital Campus. D'accord. Qui est une école privée qui nous apprend à maîtriser le web. En plus, je vulgarise aujourd'hui la création de contenu et c'est vrai que j'utilise principalement Canva, aux grandes dames peut-être des intervenants de Digital Campus qui nous avaient appris ces outils professionnels. Je pense que c'est pas le même usage. Non. Tu vois, parce que quand tu fais appel, je pense par exemple à Anne-Laure avec qui j'ai travaillé sur ma charte, elle travaille sur les outils d'Adobe, elle travaille avec sa tablette avec des outils vraiment professionnels. Mais quand tu es solopreneur ou prof de yoga et que tu veux faire ton visuel, si tu dois en plus apprendre en main Photoshop, moi ça va parce que je suis comme toi, je suis curieuse, donc je l'ai pris en main à l'adolescence, en bidouillant, en faisant des trucs. J'ai commencé par The Gimp, pour ceux qui ont connu. The Gimp quand même. Et voilà, et du coup c'est venu fluide. Je me suis jamais posé la question, je me suis auto-formée sur Illustrator et Photoshop. Mais si tu arrives de but en blanc, que tu n'es pas du tout dans le milieu et que tu dois en plus prendre en main des outils comme ça, surtout aujourd'hui avec toutes les options qu'il y a dedans, forcément, si tu ouvres Canva, tu te dis « Ah bah voilà, là j'ai compris ce qui se passait. » Mais bien sûr, pour le grand public, c'est l'idéal. Et on peut faire du quali avec Canva, avec la version payante, il faut le dire, mais on peut aller beaucoup plus loin en termes de création de contenu et puis même en termes de qualité aussi. Si on crée un logo dessus, on peut l'avoir en une bonne résolution quand même. Mais je préconise tout de même, évidemment, pour l'achat graphique, les logos, etc., d'utiliser des outils pro pour pas être embêté, notamment pour et puis faire appel à des professionnels aussi quand on en est à vouloir établir une charte graphique. Il faut avoir cette réflexion avec quelqu'un qui va vraiment pouvoir traduire notre vision avec sa créativité, ses outils. C'est vraiment des métiers différenciés. Complètement. Seulement, je me suis dit que j'avais besoin de me nicher, en tout cas de trouver une cible particulière, parce qu'en fait, en sortant de ce cursus, on sait tout faire, entre guillemets. On sait créer des sites web. T'as une boîte à outils, en fait, et maintenant, il faut que tu décides quels outils tu veux utiliser. Exactement. Et le faire à bon escient et pour qui, etc. Donc, j'ai moi-même fait un travail là-dessus sur qui est ma cible. On va reparler tout à l'heure, mais qui est ma cible, à qui je m'adresse. Donc, j'ai construit mon offre en fonction. Et je me suis dit que les réseaux sociaux, je l'avais ici, dans les tripes. J'adore ça. Donc, j'ai préféré me spécialiser plutôt réseaux sociaux que site web ou base de données ou même publicité. Même si c'est quand même complémentaire aujourd'hui, mais je voulais rester dans les réseaux sociaux et le contenu qu'on appelle aujourd'hui organique. À qui on s'adresse, comment on crée des contenus qui soient pertinents. Il y a des notions aussi de marketing, mais qui sont moins fortes que les aspects vraiment publicitaires. Oui, bien sûr. Donc voilà où j'en suis. Là, tu t'es lancée, au début, est-ce que tu as fait consultante auprès des personnes et après formatrice, ou est-ce que très vite tu as eu cette demande de former, parce que c'est vrai que c'est assez technique? En fait, c'est une excellente question, Anne-Gaëlle, parce qu'en fait, ça s'est fait un peu indépendamment de mon souhait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon master en poche. L'entreprise pour laquelle je travaillais en alternance me propose un CDI. D'accord. Et je me dis, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et je vois une annonce passer. Donc vraiment, tu vois la synchronicité. Non mais vraiment dingue. Où je vois une annonce passer et donc Patrick Babak-Beto du BHZ qui recherchait quelqu'un pendant 4 mois. Donc je me dis, ça va me laisser le temps, moi, de me recentrer aussi sur qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et justement, j'ai gardé ce temps-là pour réfléchir à mon offre, comme je te disais. Donc je signe ce CDD qui me plaît énormément. Et à l'issue du CDD,
donc en janvier 2023, Patrick me propose de rester travailler pour le BHZ, mais cette fois-ci en tant que prestataire. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit la création d'une entreprise puisqu'on devient prestataire. Et oui. Et à ce moment-là, Anne-Cécile, que j'ai aussi rencontrée au BHZ... Anne-Cécile, si tu nous écoutes. Oui. Me dit qu'elle voit une annonce passer sur les réseaux sociaux en me disant tiens, il y a un organisme de formation qui recherche une formatrice ou un formateur spécial Instagram. Et elle me dit écoute, tu passes ton temps sur Instagram, c'est ton truc, est-ce que tu candidaterais pas ? Donc moi, je lui explique que je suis pas formatrice. Ouais, ça peut être impressionnant au début. Ben oui, enfin, et puis c'est un process. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas pédagogue. Non. Tout le monde n'a pas la patience. Et donc, quand je remets les choses dans l'ordre aussi, petite anecdote, mais je me dis que pendant cette année, en tant qu'au-pair, j'ai énormément, avec ces 2 enfants, appris, ou en tout cas travaillé sur ma patience, et qui m'a aujourd'hui été bénéfique. Tu le sais, moi j'ai pas d'enfants, mais enfin, pas encore, mais tu le sais. Moi j'en ai une, je sais ce que c'est, oui. 2 j'imagine. Donc énormément, et je me dis, purée, en fait, aujourd'hui, c'est devenu une force, et donc je vais tenter. Et puis de toute façon, au pire, ce sera un refus, oui, bien sûr. Fait. Génial. Et donc j'ai un entretien, et ça se passe super bien, et j'ai une première formation où j'ai les pétoches. Et j'ai une deuxième formation où ça va mieux, où la troisième, je suis formatrice, et puis c'est tout. Ouais. Et puis j'ai des super retours, et je me dis c'est fou parce que j'aurais pas pensé. Donc, j'aurais pas pensé devenir formatrice réseaux sociaux. C'est mes qualités certaines, tu vois, mais ça s'est posé naturellement en fait avec tes qualités personnelles en fait. Mais surtout parce que tu vois, c'est une histoire de rencontre où Anne-Cécile me dit candidate, on sait jamais, etc. Et donc ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai déposé mon numéro de déclaration d'activité où là on a des critères à valider. Donc le master en question, donc les 5 ans d'études, et puis des contrats qu'on doit fournir aussi. Avec quel organisme vous travaillez. Donc là, l'organisme de formation de la MPL. Si tu me permets, on peut peut-être donner quelques détails sur la MPL. Oui, parce que là, on a vu comment tu étais devenue formatrice. Donc là, aujourd'hui, ce que ça implique, travailler avec la MPL, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est en quelques mots déjà ? Parce que je pense qu'on n'est pas à connaître. Et du coup, pourquoi ça nous intéresse surtout ? C'est ça. Donc la MPL Grand Ouest, MPL pour Maison des professions libérales, c'est un organisme de formation. Donc de l'État. De l'État, qui est là pour aider les professions libérales, donc les professionnels libéraux, à être formés de manière annuelle, en tout cas à pouvoir bénéficier de 2 journées de formation par an. Ce qui est super chouette, parce que quand on est à son compte, on n'est plus salarié, on cotise plus pour le CPF, pour ce fameux compte personnel de formation. Donc, et qui plus est, gratuitement, j'ai envie de dire. Parce que s'inscrire. Il faut envoyer un mail, et ensuite, on a un personnel qui est vraiment génial, qui est hyper réactif et qui nous demande les papiers dont ils ont besoin, 3 ou 4 modalités. Et puis ensuite, on peut déjà participer aux formations dans le mois qui suit, suivant ce qu'on aime. Et moi, je m'occupe des formations Instagram, avec plusieurs niveaux, et des formations Canva, avec l'IA qui est intégrée. Comment aujourd'hui on fait pour gagner du temps dans sa création de contenu. Et donc tout ça, ça a été du travail aussi, parce que en tant que formateur, on le dit pas assez, on a un travail de préparation. Bien sûr. Des manuels, les supports, la prise de parole, la formation aussi, parce que nous, on continue de se former pour être toujours à la pointe. Mais bien sûr. Le rendu, puis la pré-formation aussi. Parce qu'il y a toujours des documents à faire, les corrections, les documents à renvoyer pour les prises en charge, etc. Bien sûr, c'est un travail, comme pour je dis toujours aux stagiaires qui suivent mes formations, en fait, il y a l'avant, le pendant, la formation pour vous, mais pour moi aussi, il y a l'avant, le pendant et la pré-formation. Complètement. Bien sûr. Et tout ça, c'est un travail qui est conséquent. Donc, je me suis dit que j'allais rebondir sur ces programmes-là qui avaient été créés pour non plus faire des formations collectives, mais des formations individuelles. D'accord, oui. Et où là, c'est pour ça que je parle de coaching individuel, mais en réalité, c'est vraiment des formations. Des formations. C'est sur mesure. Tu viens vraiment à la rencontre de la personne, à son niveau, du coup, et tu peux vraiment répondre à ses besoins. Et puis derrière, lui donner des solutions adaptées à son activité, à son quotidien peut-être aussi, j'imagine, et à son rapport aussi que tu peux percevoir des réseaux sociaux et de l'ordinateur. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que tu vois des différences, toi, parce que du coup, tu es à l'IUT de Lannion,
t'es dans les centres de formation avec tes groupes en ligne ou en présentiel, tu fais les deux. Est-ce que tu vois une différence entre la génération vraiment qui a grandi avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les jeunes, et la génération qui était là avant, qui n'ont pas forcément grandi avec les réseaux sociaux, qui découvrent ça après coup? Est-ce que tu la vois, toi, tu la perçois, cette différence? Ouais, complètement. En fait, déjà, il y a plusieurs sujets. Les réseaux sociaux, ils ont induit un temps d'attention qui est moindre. Ouais. Donc déjà, je le vois en cours. Je le vois en cours auprès de BTS, donc au lycée Félix Le Dantec. Je le vois auprès des élèves que j'ai à l'IUT. Il faut maintenant, aujourd'hui, en tant que formateur, développer des astuces pédagogiques, pour pouvoir capter leur attention. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est des conséquences, disons, de l'usage des réseaux sociaux. Il y a autre chose aussi, et ça, c'est une discussion que j'ai avec mon conjoint, avec ma sœur. J'ai pas lu d'études en particulier dessus. Je pense que je prends en exemple la génération de mes parents, qui sont pas nés dans les réseaux sociaux. Ni les téléphones d'ailleurs. Ni les téléphones, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, ils ont tout découvert. Les consoles et tout, mais eux, ils nous ont rattrapés au niveau des téléphones portables souvent. Et c'est exactement ça c'est ce moment-là qui a été un peu le déclic. Ouais, c'est vrai. Eh bien, je trouve que, et c'est mon humble avis, et je pense que ça peut aussi mûrir des réflexions, ils n'ont pas été baignés, tu vois, dans cette ère de partage de contenu, information à outrance, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que leur addiction, elle est plus importante. Ouais. Pourquoi? Mais ça, c'est une histoire d'hormones. En fait, qu'est-ce que ça fait, les réseaux sociaux? Ça nous booste à la dopamine. Parce qu'on a des contenus toujours qui nous intéressent, des petits contenus mignons, je pense aux chats, etc. Les vidéos de chatons, c'est un fléau. Parce que c'est tellement mignon qu'on en regarderait 10, ou même des vidéos drôles. Toutes les vidéos, de toute façon, c'est du marketing, mais qui provoque l'émotion. Bien sûr. Eh ben, on va vouloir les consulter, mais parce qu'on est humain, c'est normal. Mais ces shoots-là de dopamine, qu'est-ce que ça provoque dans le corps? Toujours plus. Mais oui, et quand il y a le manque de dopamine et la redescente, c'est ça en fait sur lequel ils jouent, c'est la durée, parce que comme ça, il n'y a pas de redescente. On est maintenu dans cette dopamine. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à gérer la redescente. C'est-à-dire que pour les personnes, on éteint le téléphone ou autre, on se retrouve là, entre guillemets, à s'ennuyer pendant un temps. Et c'est ce temps-là qu'on n'arrive pas à gérer. Alors si on attend quelques secondes, souvent autre, on se dit, ah bah tiens, et on part sur autre chose. Mais bien sûr. Mais c'est cette redescente de dopamine, justement, qui peut être intense. Et à mettre en corrélation avec le rapport à l'effort. C'est-à-dire que tu as de la dopamine en restant assis sur ton canapé. Alors juste avoir un bon push. Donc voici comment le muscler. Et changer de main de temps. J'apprends pas ça en formation. Non, on rigole. Enfin, c'est un limite du sarcasme, mais c'est... Non, bien sûr. Mais pour dire que nos parents avaient donc une culture de la dopamine, la culture de l'effort qui était différente. Aujourd'hui, ils sont assis. Enfin, moi, je pense à ma mère. Maman, je t'aime de tout mon cœur, mais il y a une addiction qui s'est développée aux réseaux sociaux qui est dingue. Et je me dis, qui est comparable aux écrans. Bon, là, du coup, je fais le parallèle, mais pas réseaux sociaux spécialement, mais aux écrans qu'on donne aux petits, tu vois. Et elle me dit, ah oui, mais regarde cette vidéo, regarde ça, ce qui est dit, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, la génération de mes parents, donc cinquantenaire, soixantenaire, est plus addicte que nous qui avons baigné dedans. Et après, par contre, les jeunes, il y a quand même une addiction qui se développe parce que malheureusement, ils n'ont pas le recul et les connaissances. Et puis, la dopamine monte très vite, surtout à l'adolescence. Les hormones, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi cet état de reconnaissance par l'autre, d'être visible par l'autre, qui est très importante à certains âges, en fait. Et de recevoir de l'information, avoir l'impression de maîtriser des sujets via TikTok ou autre. Est-ce que tu abordes ces sujets-là au BTS ou à l'IUT, justement, pour leur dire... Oui, je les sensibilise à la captologie, à l'économie de l'attention. Qu'est-ce que c'est? En fait, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un système monétaire derrière qui monétise leur attention? Plus ils vont rester en tant que particuliers, en tant que consommateurs de contenu, plus ils vont rester sur les plateformes et plus ces plateformes-là vont s'enrichir. Et au-delà de ça, donc maintenant qu'on sait qu'il y a une économie de l'attention, que nous, en tant que créateurs de contenu, donc les professionnels, mais de tout secteur d'activité qui deviennent des créateurs de contenu et qui travaillent pour ces plateformes, finalement, font vivre ces plateformes-là. Il y a un système de monétisation derrière, mais comment ces professionnels-là, justement, ils créent des contenus qui attirent l'attention. Et donc, ensuite, je leur donne les clés. Voici
comment, en marketing, en communication, comment on conserve l'attention de nos visiteurs. Les captes et les gardes, quoi. Et exactement. Donc ça passe par ce qu'on appelle des hooks visuels, des hooks au niveau des textes, écrits aussi, évidemment. Et ensuite, ça passe par du dynamisme. On vient stimuler sans cesse les cerveaux. Donc, on va venir apporter des fois des transitions qui vont donner un rythme. La voix aussi, ça passe par la voix. Ça vient vraiment j'ai l'entertainment qui me vient en tête en termes de mots, mais ça vient vraiment d'un moment du divertissement. C'est ça, du divertissement. Et donc, le cerveau, comme il aime ça, et comme tu dis que c'est facile, ils vont être captés et puis ils vont avoir plus de difficultés à quitter. Oui, complètement. Et ce qui est fou, c'est que ces jeunes que je sensibilise aujourd'hui, ils sont à l'école, c'est des futurs professionnels et avant ce cours, ils n'en étaient pas conscients. Ah, c'est fou. Donc, ils ont besoin d'intégrer ça avant. Ouais. C'est avant compréhension de tout ce qui se passe, de tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'intégration. Ok, j'ai compris, maintenant j'intègre et ensuite, maintenant je vais appliquer. Bien sûr. Et ensuite, de toute façon, une fois que l'on sait, après, c'est une question d'éthique. Oui. Comment est-ce que je l'utilise ? C'est une décision personnelle qui va arriver aussi. Mais bien sûr. Et donc, pour en revenir par rapport au sujet-là, par rapport au guide de yoga et aux formateurs de yoga, dans les échanges que tu as avec ces personnes qui forment, est-ce que tu as réussi à percevoir pourquoi certaines personnes rejetaient complètement les réseaux sociaux ou voire y aller peut-être, j'ai envie de dire, à reculons vers les réseaux sociaux? Parce que c'est un sujet qui revient vraiment beaucoup. Moi, je vois en tout cas dans le secteur et toutes les personnes que j'accompagne, que je forme, souvent, c'est j'ai pas envie d'y aller ou ça prend trop de temps ou faut comprendre l'application ou j'y suis allée, j'ai rien compris ou je suis sortie, mais je vois bien aujourd'hui que j'ai du mal à être visible ou à me faire connaître. Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu arrives aussi à percevoir ce qui fait qu'à un moment, soit on n'y rentre pas, soit on décroche? Il y a deux choses. En général, il y a deux grandes craintes, deux grandes peurs. Ouais. Déjà, c'est la fausse croyance. Bon, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, mais c'est chronophage. Donc ça, c'est la première fausse croyance, entre guillemets, c'est chronophage, mais une fois qu'on sait les utiliser, une fois qu'on est formé, en fait, ça devient moins chronophage. Et l'organisation. Si on arrive effectivement sur les réseaux sociaux en se disant je vais pas maîtriser techniquement l'interface, ça va être chronophage, qu'est-ce que c'est qu'une story, qu'est-ce que c'est qu'un post, comment est-ce que je crée une stratégie commerciale de communication. Donc tout ça, c'est d'abord se former à l'interface pour être et il y a besoin d'une journée, tu vois, pour le faire. On n'a pas besoin de pendant un mois de se dire mince, tiens, comment je fais pour apprendre ça, comment je fais pour maîtriser. Non, une journée de formation pour la partie technique. Ensuite, la partie la plus chronophage et celle que je pense que tu souhaites l'aborder aussi, mais c'est la création de contenu en tant que telle. Mais il y a plein de process qui font que ta story, tu peux la faire, tu peux la préparer aujourd'hui en 1 minute et demie. Ouais. Si tu sais ce que tu dois publier, quel sujet tu dois aborder et comment faire ta story, si c'est un sondage, une petite question, ça se fait hyper rapidement. Ouais. C'est chronophage si on se dit que ça l'est, en fait, j'ai envie de dire. C'est chronophage si on maîtrise pas l'outil. Mais si on le maîtrise et techniquement et la stratégie, ça le devient moins. Par contre, je veux quand même aborder le fait que effectivement, aujourd'hui, quand on est prof de yoga, on n'a pas envie de passer 1 heure par jour sur les réseaux sociaux à créer des contenus, à interagir. Ça, je peux l'entendre. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une identité numérique. Ouais. En fait, on est 3 personnes en une. On a notre identité profonde, la petite voix qu'on a dans notre tête, on se connaît nous-mêmes par cœur. On a notre identité sociale qui, elle, va être mouvante, tu vois, suivant qu'on soit avec nos parents, avec notre voisin, enfin voilà, ça, elle évolue même au cours de la vie aussi. Et puis la 3e identité aujourd'hui, mais qui fait partie de nous, c'est notre identité numérique, qui on est en ligne. Moi, demain, si j'ai envie d'être, donc je suis prof de yoga, j'ai envie d'être guidée par Anne-Gaëlle, je vais sur Google, et quoique je vais même apporter une petite nuance, je vais sur Instagram ou TikTok, qui deviennent aujourd'hui des moteurs de recherche. Bien sûr. Je fais ma recherche, si je trouve rien, nada, nothing, sur Anne-Gaëlle, je vais me dire, est-ce qu'elle a quelque chose à me cacher ? J'arrive pas à avoir de preuves sociales, il y a pas d'avis, enfin, je sais pas qui elle est. Ouais, les avis. Ça, c'est hyper important. Bien sûr. Donc, mince,
Alors que cette identité numérique, là, si on en a conscience et qu'on sait comment la nourrir, bah là, on a tous les outils en main pour y arriver, pour performer. Sachant que, par exemple, moi je fais des vidéos, par exemple, pour les réels, même si j'essaye de batcher, ce qu'on appelle donc de regrouper, il faut quand même installer le matériel, mettre la caméra, faire la vidéo, récupérer le fichier, couper le fichier, le mettre dans le Canva, avoir la bonne durée. Maintenant, faut mettre des sous-titres parce que, comme moi, et je trouve ça très bien, hein, il y a des personnes qui écoutent pas le son forcément dans Instagram, donc il faut prévoir les sous-titres, faut mettre la musique, faut trouver le bon message, et tout ça en 1 minute et demie, ça me paraît un peu court quand même. Ah oui, là je te parlais pour la story. Oui, je te rejoins complètement. Donc pour les stories, c'est un format qui fidélise. Plutôt que qui attire. Pour les posts, effectivement, là, on va plutôt attirer parce que les réels particulièrement, le taux de découvrabilité est plus important. Ça veut dire que les personnes qui ne nous suivent pas peuvent nous découvrir plus facilement grâce aux réels. Alors effectivement, quand on fait des vidéos, aujourd'hui, on nous demande d'avoir des capacités de montage, etc. Si on n'est pas du métier, effectivement, ça peut être chronophage. Oui, mais après, moi, j'avoue que je filme avec le téléphone, je récupère le fichier, je coupe dans Canva. Oui. Et j'envoie, mais c'est vrai que ça demande du temps quand même là-dessus, donc c'est un investissement en termes de temps et puis de réflexion. Et c'est vrai que les stories aujourd'hui, j'avais lu ça, tu vas nous dire, tiens d'ailleurs, est-ce que c'est vrai, mais je disais que en fait, il fallait maintenant que les stories soient entre 3 et 7 secondes grand maximum, que ce soit une image ou une vidéo qui tourne finalement, et que le message clé soit dans la story et que ce soit très bref. C'est ça, en fait, le taux d'attention aujourd'hui, c'est entre 3 et 7 secondes, c'est ça, hein? C'est exactement ça. C'est fou. C'est exactement ça. Alors, par contre, je suis pas du tout partisane, tu vois, de ce type de conseils hyper chiffrés et hyper précis sur bon, alors si vous voulez performer sur Instagram, publiez 7 à 10 réels par semaine, publiez 4 carousels, allez envoyer 50 DM, allez faire au moins 2 posts de collaboration dans le mois. En fait, non. Non. Sur mesure, tu recommandes vraiment aux personnes de voir quel est votre temps disponible, quel est vraiment ton objectif, c'est ça? Quel est ton objectif? Quel est le temps que tu vas pouvoir y consacrer? Et ton appétence pour la création, pure et dure. Comment est-ce que tu hiérarchises une information sur un visuel, etc. Mais ça aussi, ça s'apprend. Oui, bien et sûr. On fait le mix des trois, et ensuite, on va respecter ton rythme, on va respecter ton quotidien aussi, parce que de toute façon, et c'est ce que je dis toujours, un contenu qui est publié dans la peine, enfin tu vois, dans la douleur. Dans la douleur, voilà, c'est ça. Oui, pain, c'est en anglais. Dans la douleur, ça se voit. Et en fait, du coup, t'arriveras pas à interagir parce qu'en face, on va se dire, ok, soit le post, il a été fait à la va-vite, tu vois, les fameux 3 conseils pour un tel. Ok, plus personne ne lit ça. On veut un peu plus de storytelling, un peu plus d'humain là-dedans. Les contenus qui sont faits donc soit à la va-vite ou qui sont faits presque machinalement. Moins il y a d'humain, en fait, moins il y a de personnes derrière, plus ça se ressent. En revanche, je veux quand même apporter de la nuance. L'IA aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est-à-dire que ça nous aide à gagner un temps fou. Je dis pas de l'utiliser à outrance parce que il faut le voir comme un assistant. Plus, et Instagram aussi, maintenant, ils arrivent à détecter dans les textes ce qui est complètement fait intégralement à l'IA ou ce qui a été juste retravaillé, voire écrit complètement par un humain. C'est dingue. Et tu fais super bien de le mentionner. J'ai vu des posts LinkedIn à mourir de rire. En fait, des personnes qui travaillent même pas dans la même entreprise, on met leurs 2 posts côte à côte qui sont construits exactement de la même manière, je t'assure. Mais enfin... Pardon, mais ridicule, en fait. Parce que du coup, il y a plus d'âme. Et puis... Quel est ton investissement auprès des personnes qui vont prendre le temps de te lire ou de t'écouter, en fait, aussi Exactement. Mais si on manque, en tout cas dans l'idéation, dans la première phase d'idéation, trouver des idées, ça peut vous aider déjà à créer votre planning éditorial. Et ensuite, tiens, je vais écrire un post, je vais écrire les premières lignes, on demande à ChatGPT ou Claude de nous aider à rédiger le reste, et puis on va le retravailler derrière pour ajouter nos éléments de langage. C'est un assistant. C'est ça, en fait, il va me faire gagner le temps et m'apporter des compétences peut-être sur des idées ou des rédactions que j'aurais pas forcément de moi-même. C'est-à-dire que aller dans les réseaux sociaux, tête baissée, seul, non accompagné, sans se former, ça peut sembler impressionnant et surtout, comme les résultats arrivent pas vite, décourageant. Mais finalement, ce que je retiens surtout de ce que tu nous dis là, c'est pour se motiver à y aller, c'est se former, chercher l'information et après,
tester des choses. Exactement. Le test and learn, comme on dit en anglais. Mais avec l'American accent. Parce qu'on est tellement international. Oh là là. Alors du coup, avec tout ça, à ton avis, est-ce qu'il y a un réseau particulier que tu conseillerais pour les guides de yoga? Parce que moi, je vois très bien, j'ai une petite idée de la réponse, mais par exemple, moi qui suis un peu multifacette, qui ai enseigné en hôpital, en entreprise en particulier, qui forme des profs de yoga et qui maintenant accompagne énormément les guides de yoga dans la mise en place de leur activité, je vois très bien qu'il faudrait que j'aille sur LinkedIn pour remettre en place les ateliers en entreprise. Je vois bien que sur Instagram, c'est génial pour fédérer ma communauté et capter des nouvelles personnes pour les emmener vers ma newsletter et le podcast. Facebook en local pour les cours en présentiel au Chala, c'est indispensable. Je vois bien, il faut que je mette mes cours, mes ateliers, tout ça. Je le fais pas. Je suis décidée de pas venir, je vais trouver le temps de le faire. Mais voilà, je vois bien que c'est le média, en tout cas en Bretagne, ici, c'est Facebook. C'est-à-dire que quand les personnes cherchent un restaurant ou une salle, elles vont dans Facebook. Mais bien sûr. Elles vont même plus sur Google. Est-ce que toi, tu as une recommandation clé en me disant il y a ce réseau qui est vraiment intéressant parce qu'il est polyvalent ou autre, ou est-ce qu'au contraire, tu vas être nuancé et dire non, en fait, il faut à nouveau revenir, quelle est votre intention pour savoir? En fait, Anne-Gaëlle, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'à partir déjà de ton offre, tu vas pouvoir ensuite dessiner le parcours client et trouver du coup ton audience. Donc il y a vraiment une audience par média, par média, complètement. Si tu veux viser les plus de 35 ans, tu vas aller sur Facebook en termes de en local, je veux dire. Si tu sais que tu as une salle physique à Bégard, physique, sur Facebook directement, et surtout aller sur Facebook intégrer des groupes privés. Ah ouais? C'est-à-dire que Facebook, c'est le vivier des groupes privés avec des plus de 35 ans qui sont hyper actifs. Ah oui, c'est intéressant. Donc, aller sur les groupes privés en termes de, on va dire, localité. Le Facebook, c'est top. Sur Instagram, c'est le réseau social de l'esthétisme. Du local aussi, tout de même, parce que tu vois, on peut épingler. Et ça, c'est même une fonctionnalité qui est développée sur les réels. C'est-à-dire qu'on peut, depuis l'onglet réel, marquer à côté ou qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et donc là, on a des réels de personnes qui sont référencés autour de nous. Donc ça, c'est chouette pour découvrir des contenus un peu plus locaux. Alors peut-être que mon avis est un peu biaisé, mais on a de la douceur, on a de l'esthétisme dans le yoga. On peut amener un univers en fait dans Instagram, tu veux dire, dans l'image. On peut ressentir le yin, la douceur du yoga dans l'image d'Instagram. Donc Instagram, c'est sûr et certain pour le côté visuel. Facebook pour le côté hyper local et puis interaction. YouTube, en fait, ce qu'il y a, c'est que le point de départ, c'est le parcours client. Ta cible, elle est où? Où est-ce que tu vas pouvoir la rencontrer? Suivant ton offre, surtout en plus si toi, tu as plusieurs offres. Si demain, tu me dis, en fait, j'aimerais bien rajeunir mon audience, mais va sur TikTok, va sur TikTok. Par contre, si tu veux rester sur une audience de plus de 35 ans, effectivement, YouTube et Facebook vont être les lieux à privilégier. Si tu as ton parcours client, sur YouTube, t'es pas obligé d'héberger toutes tes formations potentielles. Par contre, tu peux donner ce qu'on appelle des freebies. Tu vas donner un petit peu... alors, en anglais, on dit feed, donc c'est nourrir. Tu vas donner un peu à manger, entre guillemets, à tes prospects, à tes futurs clients. Des freebies, en fait, gratuits, des contenus gratuits. Des contenus gratuits, complètement, pour découvrir ton univers. Et puis, des petites séances de 5 minutes. On va pas mettre des méditations de 30 minutes puisque marketingment parlant, ce serait peut-être un petit peu trop. Il faut donner envie. Donc les réseaux sociaux, ok, mais à quelle fin? À quelle fin? Suivant les formats, c'est suivant d'abord ton produit. En fonction de ton audience, tu vas rencontrer en fait ton audience sur un réseau social où tu pourras lui proposer ton produit. Et puis ensuite, ton parcours client, il découle de cette manière, si tu veux. Est-ce que tu recommandes justement d'avoir peut-être autant de réseaux que nécessaire pour être visible selon tes offres? Par exemple, pour moi qui suis à la fois formatrice et qui intervient en entreprise et qui fait du online. Ou est-ce que tu vas dire non, il faut en prendre un phare, vraiment te concentrer dessus, Anne-Gaëlle, tu vas à fond. Et après, tu vois si tu peux utiliser les contenus de ce réseau phare sur d'autres plateformes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est du cas par cas. Ouais, c'est ça. Parce Instagram, tu peux pas le mettre sur LinkedIn. Tu vois, les contenus, tu peux pas copier-coller. Il faut vraiment penser pour la plateforme en plus les contenus. En fait, et c'est super intéressant et cette question, je l'ai super souvent. C'est du cas par cas. Si tu me dis qu'on parlait de batch content tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est réservé un certain temps, donc typiquement 3 heures par
je dis en général 2h30, 3h toutes les 3 semaines. Donc, tu vois, ça équivaut à aller jusqu'à 4h30, on va dire, par mois. Ça fait rêver. Où, effectivement, si en fait tu me dis, bah non, mais Rosen, tu m'as prévu entre guillemets 4h30 dans le mois pour travailler, moi je peux me libérer pendant 6 heures. Ouais. Donc là, effectivement, la stratégie, on va la revoir. On va se dire, ah, bah là, tu as un message sur Facebook, mais pourquoi on capitaliserait pas aussi sur ta présence sur LinkedIn pour un autre produit en entreprise? Ce qu'il faut se focaliser, je prends toujours en fait le chiffre d'affaires des personnes que j'accompagne. Si vous me dites que il y a 2 offres, ok, il y en a une qui est prédominante. La personne gagne plus d'argent sur cette offre-là. Évidemment, on va faire fructifier là où l'offre est la plus connue. Et des fois, on va insuffler un petit peu des communications sur l'offre la plus petite pour la faire connaître. Mais on va pas aller se focaliser sur le réseau social qui serait le plus adapté à la petite offre. Puisqu'on sait que c'est pas la plus fructueuse aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du cas par cas. En revanche, et c'est ce que je rabâche aussi souvent, c'est que vous n'êtes pas créateur de contenu. Et non, c'est ça. Vous n'êtes pas créateur de contenu. Ah non, moi je veux aller sur mon tapis. Ouais, je veux bien pratiquer, sûr. Je veux étudier, je veux jouer de la musique indienne, tu vois. Être devant les écrans, c'est hyper complexe. C'est normal. C'est génial. Et alors, tu peux utiliser, excuse-moi Gaëlle, des plateformes comme Metricool qui centralisent déjà le nom est sympa. Oui, Metricool. Ok, ça a l'air cool. C'est gratuit. Enfin, il y a une version qui est gratuite. Et là, pour le coup, on parlait un peu de test and learn. Metricool, ça te permet de te connecter sur toutes tes plateformes, de Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, et tu crées un contenu qui est diffusé sur toutes les plateformes. Tu te prends pas le chou. Comme dirait ma grand-mère. Tu peux choisir de diffuser sur une seule, par exemple? Oui, tu peux choisir, tu peux sélectionner sur une seule ou plusieurs. Parce que moi, j'ai été passée par Meta, c'est un enfer, cette plateforme. Ça bug, tu peux pas les réels une fois sur 2, la musique saute. Oui, donc c'est un outil qui peut vraiment te permettre de centraliser aussi, du coup, et de plus avoir à aller sur toutes les plateformes, un coup sur l'ordi, un coup sur le téléphone, parce qu'il y a des plateformes qui fonctionnent pas sur le téléphone. Mais bien sûr. Qui sont que laptop. Qu'est-ce que tu penses, toi, de X, du coup? Il est plus ou moins remplacé aujourd'hui par Threads. Est-ce que Threads se déploie vraiment, ça fonctionne? Ouais, moi, j'y ai été fin d'année, puis après, j'ai un peu lâché. D'accord. Je te le conseille. D'accord. Oui, complètement. Pour faire, comme sur X, partager des faits. Alors moi, je suis pas productrice de contenu. Pour le coup, sur X, je suis consommatrice. Ouais. En attendant, là, les réseaux sociaux prédominants, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est YouTube. Qui monte vraiment beaucoup, hein, YouTube. Énormément. Ouais. Et ça va de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hyperconnectivité a induit aussi un besoin de reconnexion que propose YouTube avec des formats plus longs comme tu le fais aujourd'hui. Et ouais, c'est top. Oui. Et puis on voit aussi que YouTube répond aussi à ce besoin de, de pouvoir avoir de divertissement plus facilement, parce que malgré tout, si on revient sur le sujet de la dopamine, souvent c'est très court sur Instagram, c'est encore plus court sur Facebook, ou alors faut lire, et à certaines personnes, lire c'est compliqué. Sur les réseaux en tout cas. Moi je commence à voir que en fait par newsletter, avec ma newsletter c'est différent, mais en tout cas je trouve que YouTube aussi amène ce côté divertissement où on peut apprendre avec des moyens pédagogiques différents, que moi j'aime beaucoup sur YouTube. Tu l'évoquais tout à l'heure, où tu as dû avec le public un peu plus jeune trouver des astuces pour capter leur attention, ou peut-être faire plus de pauses ou autre. Mais c'est vrai que sur YouTube, je trouve qu'on a cet accès à l'information par des personnes qui amènent les sujets de façon différente et de façon hyper innovante, auxquels on n'a pas forcément accès sur Instagram et Facebook. Et j'avoue que cette plateforme-là, elle me plaît énormément pour ça. Puis après, il y a aussi pour les podcasts, puisque maintenant, avec YouTube Music, ça monte vraiment en puissance pour le podcast. Donc, c'est aussi pour ça que vous voyez tous les podcasteurs débarquer sur YouTube. Moi, je l'ai fait dès le début, mais c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de podcasteurs qui étaient que en audio sont contraints de venir aussi sur YouTube. Alors, on n'est pas obligé de mettre la vidéo, c'est ça qui est top. On peut aussi avoir un fond fixe, en fait, et YouTube référence le podcast tel que, parce qu'on se rend compte que les personnes qui écoutent les podcasts sur YouTube, et tu l'es peut-être en train de le faire, toi qui nous écoutes, souvent ils font autre chose à côté. Donc, ils n'ont pas le regard sur la vidéo. Mais en tout cas, je trouve que cette plateforme-là, elle a cet avantage-là, en tout cas YouTube, de pouvoir aller à la rencontre d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il faut un taux d'attention qui soit sympa, quoi. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc tout à l'heure, tu nous évoquais les 2 points qui font peut-être que les personnes n'y vont pas, notamment le fait de ne pas être informé et formé, et puis celui de ne pas tester et apprendre et ajuster, et donc de ne pas forcément pouvoir dédier le temps qui est nécessaire.
Moi, j'ai noté en tout cas qu'en posant ma vision à 2, 5 ans et 10 ans, là, ça fait 2 ans que j'ai vraiment tout remis à plat. Cette année va être l'année où vous allez voir les gros changements, mais il me faut du temps. Moi, je suis du genre, j'ai vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière, donc ça a pris du temps aussi d'impacter ça. Mais je vois bien qu'avec cette vision-là et en reposant mes valeurs, en reposant les éléments dans ma charte graphique aussi que j'ai légèrement retravaillé, on a fait une V2 en 2023 avec Anne-Laure, c'était vraiment top. Mais je vois bien que communiquer est beaucoup plus facile aussi parce que du coup, là, je me sentais un peu dépassée. Bon, je suis devenue maman aussi entre-temps, donc tu jongles entre la maternité, ton travail, ton soloprenariat, ta vie de famille, ta vie sociale. Oui. À un moment, tu satures. Enfin, moi, je sais que j'ai saturé, mais en tout cas, là, je me suis dit, OK, je prends le temps. Donc, j'ai fait une pause des réseaux sociaux, en fait, où j'étais en pointillé, mais pour reposer ma vision, reposer mes valeurs, reposer mes offres aussi, où j'ai travaillé avec une personne là-dessus. Et du coup, je peux revenir maintenant sur les réseaux sociaux et c'est plus facile de créer les messages parce que j'ai des mots-clés, parce que j'ai des phrases clés. Est-ce que toi, il y a j'imagine vraiment que tu recommandes aussi aux personnes de faire ce travail en amont, notamment par la formation, parce que sûrement que dans ta formation, est-ce que tu pousses justement les personnes à se poser ces questions, c'est-à-dire au-delà de se dire quelle est ton activité, ta cible, est-ce que tu demandes aussi quelles sont vos valeurs, comment vous voulez communiquer, quel est votre univers graphique, pour gagner du temps en fait. Quelles sont vraiment maintenant, alors on a parlé de Metricool, Oui. mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu conseilles dès le début en disant si vous mettez ça en place dès le début, vous allez vraiment gagner du temps? Et c'est ce qui nous intéresse à nous, pour retourner sur le tapis. Mais bien sûr. Et c'est si drôle si intéressant en fait que tu abordes cet aspect-là. J'ai une coachée qui m'a dit qu'elle s'attendait pas à ça. Elle me dit c'est fou parce qu'en fait, grâce à toi, j'ai une prise de recul. J'avais pas compris qu'en fait l'étape numéro 1, c'est de s'assurer d'avoir justement une cohérence. Sur mon papier, j'écris qui je suis, mes valeurs, la mission. Ma mission, mon univers, à quoi je vais ressembler aussi. Parce qu'en fait, qui je suis à l'intérieur pour ensuite pouvoir être quelqu'un à l'extérieur. Et ça s'écrit noir sur blanc, on l'écrit. Une fois que ça s'est posé, ensuite, on a tout qui découle en fait. Oui. On a effectivement le logo, la charte graphique. Et une fois qu'on sait à qui on va ressembler, ok, on peut savoir ensuite quoi publier, quand, comment, parce que je sais à qui je m'adresse, etc. Oui. Mais la cohérence visuelle, qui plus est, mais même la cohérence tout court dans son activité, c'est le cœur de la communication digitale aujourd'hui. Ouais. Si on n'a pas ça, je peux vous dire, alors voilà comment on peut utiliser Instagram, on publie en appuyant ici, voici des réels sympas à faire. 2 stories par semaine. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de cohérence. S'il n'y a pas de cohérence au tout départ, on va avoir tantôt un réel qui sera avec des couleurs hyper pastel, le lendemain des couleurs hyper vives, ensuite des contrastes élevés. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne travaille pas au service de sa marque puisqu'en fait, on n'est pas facilement mémorisable. À la fin de la formation, vraiment, les coachés savent communiquer sans apposer leur logo partout. Ça, c'est génial. On sait qui c'est qui publie. Surtout que là, on le sait de plus en plus, Instagram, dans les semaines à venir, va pas blacklister, mais mettre moins en avant les personnes qui mettent leur logo sur les images et les vidéos. Parce que justement, ils veulent des créateurs de contenu et non plus des promotions ou autres. C'est tout à fait ça. Et il y a un autre point, moi, qui me vient, c'est aussi la stratégie, parce que ce qui a changé aussi avec ma vision à long terme, c'est qu'avant, j'avais tendance à communiquer sur mes formations 6 mois avant, puis 3 mois avant et machin. Et là, maintenant, je sais que je mets une pression, pas constante, mais très régulière pour que les personnes, parce qu'on sait déjà qu'il faut poster au moins 7 à 10 fois pour que le message soit vu une fois. Oui. Il faut que la personne, elle, il soit exposée au moins 7 fois pour éventuellement passer à l'action, si elle est intéressée. Oui. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en postant comme je le faisais, sporadiquement, c'était un miracle que j'ai déjà inscrite à ma formation. Merci pour les gens qui viennent comme ça par Instagram. Heureusement, moi, je fonctionne beaucoup bouche à oreille parce que les personnes qui viennent, comme elles sont très satisfaites, mais bien sûr. Elles reviennent, donc c'est cool. Mais tu vois, là, je me suis rendu compte, maintenant, il faut aussi une stratégie de calendrier de post, en fait, de contenu. Il te faut un calendrier éditorial. Une fois que tu sais à quoi tu vas ressembler, on va optimiser d'abord les comptes. Parce que si ça y est, tu te mets à publier, mais la biographie, elle est pas cohérente, la photo de profil, tu vas amener du trafic, mais tiens, on va pas savoir les infos phares. Quand j'arrive sur ton profil, je veux savoir qui tu es, ce que tu fais, combien ça coûte et où est-ce que c'est. Ouais. S'il manque cette info-là déjà, mince. Mais les infos phares, il faut qu'elles soient sur ton profil. Ensuite, effectivement, ton calendrier éditorial. Si tu as ton calendrier avec, par journée, ce que je vais publier, t'as plus qu'à te laisser guider, en fait. Parce que du coup, dans le temps que tu disais de 2h30 à 4h maximum par mois, tu te poses, tu prends ton calendrier, tu produis par rapport à ce calendrier-là. Exactement. Et ensuite, tu programmes. La story,
je conseille pas la programmation de story. C'est possible de la faire depuis Meta, mais ça la rend pas interactive et donc on perd en fait le côté justement spontané. Oui, il vaut mieux l'avoir sur son téléphone et le poster au jour J. Voilà. Mais tout ce qui est post, en revanche, carousel, reel. Ouais, exactement. Ou alors statique, post-statique. Mais ce qui fonctionne aujourd'hui le mieux pour gagner en visibilité, c'est les réels couplés au carrousel. Oui. Pourquoi ? Parce que la durée de visionnage de vos carousels, elle est prise en compte par les algorithmes. Oui. Donc, si vous publiez, aujourd'hui, on peut publier jusqu'à 20 photos. Ah, ça a augmenté ? D'accord. Dans le même post. Ça 10, tu vois. Alors, selon moi, 10, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, ça devient un livre, en fait. Ouais. Donc, surtout 10, que je trouve que ce qui marche bien, en tout cas pour moi en tant qu'utilisatrice, c'est d'avoir entre 3 et 5, 6 slides et après de lire en description si je suis plus intéressée. Voilà. Plutôt que de tout détailler. Ouais, de tout voir dans les slides parce qu'en plus, la mise en page n'est pas toujours heureuse. Et puis, si tu veux dire quelque chose, visuellement, c'est pas toujours facile de le rendre, donc c'est plus facile de le mettre en description. Complètement. Et pour le coup, là, tu utilises une stratégie dont le dwell time est étudié. Qu'est-ce que ça veut dire le dwell time ? C'est pas le watch time, donc c'est pas le temps que l'on passe à consulter la vidéo en tant que telle, mais ça prend aussi en compte le temps qui est passé sur les interactions. Tiens, je lis la description, tiens, je vais lire les commentaires. La personne est toujours sur ton post si tu veux. Oui, d'accord. Mais donc c'est ça qu'il faut venir aussi enrichir. Prendre maintenant. Oui, c'est la durée. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu restes sur la plateforme. C'est aussi pour ça que tous les liens externes et tout, maintenant, ça passe plus parce que souvent on me dit pourquoi tu mets pas les liens de tes podcasts dans tes stories. Mais parce que si on met les liens vers Audiomins, elle est pas visible la story. Ouais, bien sûr. Mais de temps à autre, une belle story. En fait, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais une story qui présente l'épisode avec une bande son derrière ou la vidéo. Et après, je repasse une autre story avec le lien. Ah oui, très bien. Copier celle qui a le lien, elle est blacklistée, mais peut-être que l'autre sera vue. Oui, tout à fait. Pro tips. Mais c'est une très bonne technique parce que le lien en story, c'est génial de pouvoir le faire. On peut pas le mettre en post. Donc, il faut rebondir dessus en story. Et c'est très bien de montrer quand même c'est pas appâter, mais en tout cas partager un petit peu. Et ensuite, leur dire, voilà, vous pouvez vous rediriger vers le contenu intégral. Ça permet de faire un tri aussi. Des personnes hyper intéressées, d'autres un peu moins. C'est ça, voilà. Là, tu as du contenu, des personnes qui sont déjà plus engagées et c'est chouette. Ouais. Mais pour rebondir sur là-dessus, effectivement, on est dans une économie de l'attention. L'ingénieur qui a inventé, c'est incroyable. Il travaillait pour Mozilla en 2006. Ah, Mozilla, qui s'en rappelle ? Existe encore ? Je suis même pas sûre. C'était un navigateur Internet. Ouais. Qui ensuite s'est transformé en Firefox. Oui. Mozilla, Firefox. Et puis ensuite, aujourd'hui... là, en parallèle. Oui. Ce monsieur a inventé le scroll infini. Aujourd'hui, il regrette de tout son cœur. On va en parler après dans la toxicité, mais il est en PLS, le pauvre. Et du coup, il a même développé une application qui permet de contrer ça. Ouais. C'est incroyable. Oui. Mais on va en parler juste après. Ok. Donc, du coup, par rapport aux astuces pour gagner du temps. Oui. Donc, savoir exactement qui tu es, ce que tu proposes, à quel prix. Clarifier, du coup, tout ça sur tes différentes plateformes. Avoir un calendrier. Exactement. Et ensuite, il y a le côté marketing quand même, mais ça c'est pour les personnes qui sont déjà très à l'aise avec la création de contenu, qui ont leur process en fait. C'est tiens, comment est-ce que je fais pour gagner du temps dans ma création de contenu, me préparer des templates ou juste être plus à l'aise aussi avec la plateforme. Un réel, ça peut se faire super rapidement, une fois qu'on sait comment l'éditeur fonctionne. Le Graal, disons, c'est ensuite le marketing. Comment, on l'a évoqué un petit peu, comment je fais pour créer des contenus justement qui captent et ensuite qui retiennent l'attention. Qui transforment surtout, parce qu'il faut pas se leurrer. Je me rappelle, j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi de podcasts, et parfois les personnes se font critiquer parce qu'ils sont sponsorisés ou parce qu'ils parlent d'un produit ou autre. Et à chaque fois, les créateurs de contenu ou même nous, on est obligé de repréciser, de dire, mais en fait, on en vit. C'est notre travail, donc, mais bien sûr. Si à un moment, on n'a pas un sponsor, si à un moment, on vous parle pas de ce qu'on vend, en fait, on serait pas là. Donc, il faut aussi jouer le jeu. Et c'est vrai que pour le podcast, par exemple, souvent je rappelle, n'hésitez pas à liker, à partager, parce qu'en fait, si vous aimez ce podcast, pour qu'il dure, moi, il faut aussi que ça puisse convertir derrière. Mais bien sûr. Partagez à des personnes qui sont intéressées, mettez des likes sur YouTube, sur Instagram, des petits commentaires sur iTunes. Et ça, c'est des petits coups de pouce qu'on oublie parce qu'on se dit, en tant que consommateur, on peut avoir la facilité de se dire, non, mais ils sont juste là à faire... C'est au service de votre activité. Et c'est marrant, c'est très français, tu vois, de dire « Oh, t'as vu, cette personne-là, elle a fait un partenariat, elle est en train de vendre ce produit, etc. » Aux États-Unis,
la question se pose même pas, en fait. Normal. C'est normal, c'est intégré, on travaille, donc on a le droit de faire de la promotion pour certains produits, tant que le produit est incarné. En fait, si nous, on recommande, mais c'est comme les gens, en fait, dans la vie. Moi, je recommande Anne-Gaëlle pour ta douceur, pour ton professionnalisme. Je recommanderais peut-être moins un ou une autre guide de yoga. Et ce produit-là, je l'ai essayé, je l'ai adoré. Un shampoing, je sais pas. Je vais le recommander à des amis autour de moi parce que je l'ai testé et puis je vois les bénéfices, en fait. Et ça me permet d'avoir un retour aussi. Mais bien sûr, et la story, en tout cas, et même le post, vont vous aider à convertir si vous n'oubliez pas les appels à action. Et en France, on a un petit peu de mal avec ça, mais c'est comme un enfant, si tu veux. Si tu lui dis, vous vous baladez tous les deux, donne-moi la main, effectivement, hop, il va attraper ta main. Mais des fois, il va être là, regarder à droite, à gauche, là, il y a des voitures qui passent, il va papillonner. Il faut lui dire, ok, en fait, là, c'est dangereux, donne-moi ta main. Comme ça, il l'entend, il le fait. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si vous faites un contenu promotionnel ou vous démarrez votre création de contenu, vous partagez beaucoup de conseils, n'hésitez pas à dire, enregistrez ce post pour retenir ces conseils-là, partager. Tiens, à qui vous avez pensé quand quelle est la première personne à qui vous avez pensé quand vous avez vu ce contenu-là? Partagez-le. Et si on nous le dit pas, on va pas penser à le faire alors que tiens, c'est vrai que j'ai pensé à ma sœur, tiens, je vais lui partager. C'est ça. Les appels à action, c'est important. Et les interactions. Plus vous allez interagir en tant qu'utilisateur avec les contenus, plus les personnes avec qui vous interagissez vont être soutenues et vont pouvoir continuer. Et vous, en tant que créateur de contenu, plus vous allez le rappeler, plus les personnes vont pouvoir se dire attends, je mets un petit cœur, Et personnellement, donc pour rebondir, continuer sur cette idée-là, moi depuis septembre dernier, donc où j'ai tout remis à plat, j'ai décidé de mettre vraiment en avant ce podcast et ma newsletter que j'ai appelée Rituel. Et puis septembre, c'est vraiment une newsletter que j'envoie toutes les 2 semaines avec du contenu important et de passer un peu moins de temps pour les réseaux, sur les réseaux sociaux pour 2 raisons. La première, c'est que je sentais que je maîtrisais pas justement encore les plateformes. Donc c'est là où après j'ai fait appel à toi, on a échangé, donc on va voir ça. Donc je sentais que je passais du temps qui était pas forcément valorisé derrière et ça m'agaçait un peu, alors que sur le podcast, j'ai beaucoup plus de facilité et sur la newsletter aussi. Et puis il y avait cette frustration de savoir que tu postes et tu sais pas combien de gens vont réellement le voir après, combien de gens vont interagir. Donc je me suis recentrée. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'en tant que guide et prof de yoga, on peut se faire l'économie de se dire non mais moi les réseaux sociaux j'y suis pas. Je fais que ma newsletter ou que mon podcast si vous êtes motivé ou que peut-être d'aller sur d'autres supports, mais j'arrête les réseaux sociaux. Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est entre guillemets du suicide, c'est-à-dire que c'est vraiment indispensable d'être au moins sur une plateforme? Quel est ton avis, Rosane, en tant qu'experte? J'aime pas ce mot expert, je trouve que ça fige, on va dire spécialiste. Tu vois, alors. Comme ça on a plus cette notion de rester en veille et tout. Donc en fait, moi, ma vision là-dessus, c'est, on a parlé d'identité numérique. Donc, si tu fais une croix énormissime de te dire, non, je me replie, ça y est, de toute façon, mes clients, je vais les trouver autour de moi, je vais faire du porte-à-porte à l'ancienne. Et basta. Pour moi, ça, c'est pas possible. On est plus de 68 millions de Français. Ok. On est plus de 50 millions en France d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. T'imagines, tous 50 millions. Ouais, tous réunis. On a 50 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et on est 68 millions. Donc en fait, tu te dis, évidemment, je vais pas cibler tout le monde, mais juste quand tu as cette donnée-là, tu te dis, ok, je ferai une croix sur une certaine visibilité. La clé, c'est de s'écouter. Tu fais quelque chose de génial, c'est le recyclage de contenu. C'est-à-dire que toi, tu t'es centré sur le podcast vidéo, que tu apprécies, tu aimes, ça te nourrit aussi parce que ça te permet de rencontrer des gens, d'apprendre pourquoi pas sur des thématiques, et puis toi, vice-versa aussi, on apprend de toi. D'échanger aussi ma spécialité et mes capacités aussi, et toute mon expérience. C'est complètement. Chouette, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et c'est le Graal, j'ai envie de dire, en tant que professionnel. Et regarde, ce contenu-là, audio, il se transforme aussi en vidéo et tu le relais sur tes réseaux sociaux et tu peux en faire une newsletter. Ça, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que alors effectivement, tu pourras en plus, sur tes réseaux sociaux, trouver d'autres piliers de contenu, c'est-à-dire d'autres grandes thématiques que tu pourras aborder pour nourrir ton audience. Mais déjà, là, si on prend le fameux kifomètre sur l'échelle du kifomètre, donc l'effort que tu y mets et en plus le plaisir que tu y prends et le résultat, franchement, le recyclage de contenu, c'est la clé. On se concentre suivant nos capacités. On a dit notre appétence à la création de contenu, la maîtrise technique
des différents réseaux sociaux. C'est sûrement ce qu'on évoquait à un moment, c'est-à-dire que si tu es que en local, dans un studio physique, tu vas te concentrer sur Facebook et les flyers peut-être, parce que le papier, ça marche encore pas mal, les affiches. Mais c'est vrai que si tu es en ligne, par exemple, c'est important de pouvoir être aussi sur des plateformes qui vont t'ouvrir à toute cette population. En fait. Surtout les réseaux sociaux aujourd'hui qui marchent aujourd'hui principalement. Alors oui, la géolocalisation compte, mais les centres d'intérêt aussi. Mais oui, c'est ça. Et on l'a dit, on est dans une économie de l'attention où on partage des contenus, certes, pour notre cible, et après, l'algorithme prend ce contenu, l'analyse, grâce aux mots que vous aurez mis, justement, d'où l'importance d'apporter de la sémantique pour que le référencement, justement, se fasse, et se disent, tiens, ok, j'ai compris que Anne-Gaëlle, elle est guide de prof de yoga. Là, il y a 3 profs de yoga aux alentours qui consultent des contenus bien-être. Je vais les montrer je vais montrer les contenus d'Anne-Gaëlle. Et puis, tiens, il y a quelqu'un à Marseille aussi. Je vais tester. Hop, je vais le montrer à cette prof de yoga qui est à Marseille. Ah bah tiens, en fait, je vois que la durée de visionnage, elle est super. Donc, hop, ton contenu va prendre en visibilité comme ça grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont permis à chacun de prendre la parole, de devenir des médias. Donc, si on fait une croix dessus, c'est OK si on n'est pas aligné. Bien sûr. Mais on tente au moins. On tente au moins, on fait l'effort et puis, effectivement, si... on le disait tout à l'heure, si c'est dans la douleur, on le fait pas. Mais vraiment, ça peut être un vivier extraordinaire de clientèle, de bouche à oreille. Oui, donc c'est quand même dans les indispensables, au moins de choisir une plateforme qui est en accord avec ta cible et ton offre, et d'y être un minimum complètement. Et d'y être un minimum, tu le dis. Certes, on est dans une économie de l'attention, mais tu connais aussi l'économie de la rareté, qui est aussi un biais cognitif qui est hyper intéressant dans la mesure où quelqu'un qui va publier de la plus-value plus informationnelle, mais qui vient, hop, une fois tous les 15 jours. Ah, sa parole, elle est d'or. Ça veut dire que la personne, à chaque fois qu'elle va dire quelque chose, elle va apporter, derrière, et donc elle donne rendez-vous. Tu vois, il y a un engouement. Donc c'est trouver la balance. Mais à côté de ça, j'ai des coachés qui me disent, moi j'ai 1000 idées, j'ai 1000 choses à partager tous les jours. Maintenant, je veux faire un tri. Et je leur dis, mais grand bien vous fasse, c'est génial. Ok, je vais vous aider maintenant stratégiquement à faire le tri. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces infos et ces échanges. C'est aussi certaines fois des pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas à creuser et aussi n'hésitez pas aussi à interagir en commentaire, soit en taguant Rosen ou moi ou les deux, pour qu'on puisse aussi continuer la discussion si elle vous intéresse. En tout cas, c'est top. Alors, c'est quoi ton actualité à venir, Rosen? Alors, où est-ce qu'on peut te suivre déjà? Quelles sont tes plateformes du coup de prédilection pour toi, ton activité? Et puis, qu'est-ce que tu vas nous proposer dans les mois à venir? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur LinkedIn. D'accord. Instagram avec le pseudo que je te partagerai aussi, Anne-Gaëlle, c'est rose avec un z, .communication au pluriel. Et sur LinkedIn, ce sera Rosen Cazoula. D'accord. Donc, je l'écrirai avec un T à la fin. Mes actus, quelles sont-elles? Je continue mes formations collectives auprès de la MPL Grand Ouest, dont on pourra aussi citer les programmes de formation. Oui, bien sûr. En relais dans la barre de description. Oui, oui, tout à fait. Et je prépare aussi un programme spécialement dédié à la formation en présentiel à Lannion. Donc ouvert à tous. Ouvert à toutes et tous, exactement, avec pas de secteur d'activité privilégié, ouvert aux professions libérales, aux indépendants en fait, aux personnes qui veulent se former aux réseaux sociaux, à la prise de parole sur les réseaux sociaux. Génial. Et puis au branding plus largement. Et tu vas le lancer quand ça? À partir du mois de mars. À partir du mois de mars. Voilà. Super. Donc, si vous êtes à Lannion dans le coin, à partir du mois de mars, vous pouvez contacter Rosen. Et en ligne, est-ce que tu vas proposer des choses un peu similaires ou pour l'instant, tu favorises le présentiel? Pour les formations en ligne, elles se font via la MPL, justement. Tu proposes pas encore des choses? Pour le visio, pas encore. Pas encore. Peut-être dans les semaines, les mois à venir. À réfléchir. Oui. Chaque projet se lance et après on voit. Super. En tout cas, merci beaucoup Rosen pour ce temps d'échange. C'est super. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la barre de description. C'était hyper riche. Enfin, je sens en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui est tellement complexe que ça peut vraiment partir dans des branches. Merci Rosen. Mille merci Anne-Gaëlle. C'est un plaisir de pouvoir t'accueillir dans mon nouveau chez moi. Et puis comme tu dis, en fait, c'est un sujet qui porte à énormément de réflexion. Mais je pense qu'on a donné quelques clés pour comprendre que oui, effectivement, les réseaux sociaux, ça peut
parfois être un poison, mais un remède aussi. Oui, complètement. Merci de le rappeler. Donc, merci infiniment pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est que tu devais avoir pas mal de questions sur les réseaux sociaux. J'espère sincèrement que les échanges très riches avec Rosen ont pu t'apporter, si ce n'est des réponses, au moins des pistes de réflexion à creuser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as retenu également. Et si tu es abonné à ma newsletter Rituel, tu recevras la semaine prochaine dans la newsletter un PDF qui va reprendre tous les points clés de cet épisode pour te permettre de te lancer sereinement sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé cet épisode ou que tu aimes le podcast, n'hésite pas à laisser un pouce, un like, à partager l'épisode, à mettre un commentaire, des étoiles, tout ce que tu veux pour permettre au podcast de se faire connaître et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça me permet de continuer mon cheminement, d'avoir encore des interviews très intéressantes à te partager, mais aussi des épisodes en solo. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à bientôt.